Au sol, les tanks israéliens enfoncent les troupes ennemies sur toutes les frontières. Parmi les chars, il y a celui du commandant Uri Hurwitz de la 45e brigade. Uri est le fils d'un pionnier d'Israël. Son père a fui la Russie au début du siècle pour échapper au massacre antisémite. Avec un groupe de sionistes, il a fondé un des tout premiers kibboutz du pays, Kfar Giladi, près de la frontière libanaise. Des tentes, une première ferme, une deuxième, puis tout un village sur une colline perdue. Uri est né ici. Il a grandi en même temps que le kibboutz. Ce bout de terre, c'est toute sa vie. Il est très fier de ce que ses parents ont construit. Et pour lui, cette guerre est une question de survie. On défendait notre maison. On n'a pas d'autre endroit où aller dans le monde. Aucun autre. Qu'est-ce qui se serait passé s'ils avaient gagné? Ils nous auraient tous exterminés. Et ça, on le savait. Mais les troupes israéliennes ne se contentent pas de défendre. Elles conquièrent de nouveaux territoires. Au sud, elles envahissent le Sinaï et cette petite bande de terre qu'on appelle Gaza, où sont installés plusieurs camps de réfugiés palestiniens. Parmi eux, il y a le camp de Rafah. Les réfugiés sont loin du mode de vie moderne et occidental de Tel Aviv. Ils vivent à une autre époque. Il n'y a pas d'eau courante dans les maisons, ni d'électricité. À quelques rues de la route principale, habite le petit Abdel Salam Shehadeh, 5 ans et demi, avec ses frères et sœurs. Son père a connu l'exode de 1948. Il vivait un peu plus au nord, dans un village qui appartient maintenant aux Israéliens. Ce matin-là, Abdel Salam est en train de dormir quand les premiers chars israéliens entrent dans le camp de Rafah. J'ai été réveillé soudainement. Il y avait des gens partout dans la rue. On entendait « Les Juifs sont entrés dans la ville ». C'est la panique. Personne ne sait vraiment ce qui se passe. Dans la rue principale, je vois plein de cadavres. Pour nous, après 67, tout allait changer. À Jérusalem aussi, tout va changer. Les Israéliens envahissent la partie arabe de la ville sainte. Un rêve qu'ils n'avaient pu réaliser en 1948, lors de la guerre d'indépendance. Après 2000 ans d'exil, les Juifs sont à nouveau maîtres du mont du Temple, le premier lieu saint du judaïsme. Le ministre de la Défense, Moshe Dayan, l'homme au bandeau, et le général victorieux Yitzhak Rabin sont au pied du mur des lamentations. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. J'étais en contact radio avec mon chef. Et un gars que je connaissais était à Jérusalem. Il a appelé toutes les unités. Et il nous a dit, on a conquis Jérusalem. Et moi, j'étais là, assis, dans mon tank. Ça m'a fait quelque chose quand j'ai entendu à la radio qu'on avait pris le mur des lamentations. Même aujourd'hui, je ressens des choses que je ne peux pas expliquer. Yitzhak Rabin, le général victorieux, devient un héros national. Dans quelques années, il sera même le chef du gouvernement israélien. Son triomphe est absolu. Is very good soldier.
He has got the will to fight, the understanding what for is fighting, the courage to fight, and the training to fight. En 6 jours seulement, les armées égyptiennes, jordaniennes et syriennes sont défaites. Ces images de déroute arabe font le tour du monde. Non seulement Israël n'a pas été détruit, mais l'État juif multiplie sa surface par 4. Les soldats de l'État hébreu ont planté leur drapeau dans le Sinaï, à Gaza, en Cisjordanie, à Jérusalem-Est et dans le Golan. En 1967, le regard du monde va changer. Israël n'est plus le petit État hébreu assiégé, héritier de l'Holocauste. Ainsi, à Paris, le général de Gaulle lance cette définition polémique du peuple juif. Un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur. Le ton est donné. Israël n'est plus une victime. C'est devenu une puissance militaire. Dans les pays voisins, la défaite arabe est une surprise. Salah al-Tamari est palestinien, né à Bethléem. Quand la guerre commence, il fait ses études au Caire. Il ne participe pas aux manifestations contre Israël parce qu'il révise ses examens. Mais il écoute la radio égyptienne qui annonce des grandes victoires arabes. Jusqu'au jour où il découvre la vérité. Je me souviens, je revenais de l'université. Et quand je suis arrivé dans mon immeuble, il y avait un voisin qui écoutait la radio anglaise. Et c'était le ministre de la Défense israélien, Moshe Dayan, qui faisait une conférence de presse à Jérusalem. Ça a attiré mon attention. Je me suis arrêté pour écouter et il disait « On est arrivé là et on n'a pas l'intention de partir ». J'ai réalisé que tout ce qu'on entendait à la radio arabe était faux. Les Israéliens occupaient la Cisjordanie, les Israéliens occupaient le Sinaï et les pays arabes avaient perdu la guerre. Je ne tenais plus sur mes jambes. Je me suis effondré dans les escaliers. J'étais démoralisé, complètement anéanti. Dès lors, Salah al-Tamari a une certitude. Pour combattre Israël, les Palestiniens ne pourront compter que sur eux-mêmes. Mais il leur manque une armée et un chef. Un camp d'entraînement en Jordanie. Depuis quelques années déjà, une organisation clandestine forme des combattants. Le Fatah. Son chef s'appelle Yasser Arafat. C'est un ingénieur. Il est né en Égypte, mais son père est de Gaza et sa mère de Jérusalem. Arafat n'a jamais eu confiance dans les pays arabes. Il veut créer une armée palestinienne indépendante. Ce n'est encore qu'un inconnu qui vit caché dans une grotte avec quelques combattants. Mais tout va changer après la bataille de Karameh. Karameh, c'est un camp de réfugiés en Jordanie, à quelques kilomètres de la frontière. Yasser Arafat y tient son quartier général. D'ici, les combattants lancent leurs opérations de guérilla vers Israël. Parmi eux, il y a maintenant Salah al-Tamari, l'ancien étudiant du Caire.